Il est 20h au sommaire du journal de ce dimanche. Ce nouveau défi que s'est lancé le ministère en charge de la justice, celui de dépeupler les centres pénitentiaires du pays. Pour y parvenir, des audiences sont organisées exceptionnellement depuis hier pour l'examen des dossiers de délits mineurs. Les détails tout de suite dans cette édition. Le numérique et l'informatisation ont dévoilé tous leurs secrets cette semaine au tout premier salon du numérique. Plus de 3 jours pour les experts d'éclairer les visiteurs sur l'importance de l'outil informatique à l'ère du tout numérique. Et puis clap de fin également pour le Festival international de la mode Elima. Durant 4 jours, stylistes, amateurs, mannequins, bref, le monde de la mode togolais a vibré au rythme des groupes de tissus de toute matière pour la promotion du savoir-faire des couturiers de renom en herbe. C'était les principales articulations de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci de nous rejoindre pour le 20h sur la télévision togolaise. La surpopulation carcérale est une préoccupation majeure des autorités en charge de la justice et pour y remédier, elles optent pour des libérations anticipées, mais pas à n'importe quelles conditions. Kwasi Glé et Esther Laclé nous en disent plus. Larry Combaté, 28 ans, a frauduleusement soustrait 3 sacs d'habits au marché de Hetranaoué. Les faits remontent au 10 octobre 2015. Verdict après jugement, 6 mois sortis de sursis avec restitution des marchandises. Il fait partie des 17 prévenus qui sont jugés au cours de ces audiences extraordinaires. Une œuvre d'humanisation du milieu carcéral avec l'assistance des avocats. Une initiative du ministère de la Justice avec l'appui de l'association Prison d'Hélice. Ces audiences permettent de traiter et d'apporter le soutien des avocats aux détenus. Et c'est ce qui a permis de libérer certains détenus aujourd'hui qui vont recouvrer ainsi leur liberté. Il s'agit d'un projet dénommé Appui à l'accès au droit à la justice. Le projet est financé par le Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Depuis 2006, avec le Programme national de modernisation de la justice, l'État est en train de fournir des efforts afin de libérer un temps stoppé les détenus. L'ONG Prison d'Hélice vient apporter un soutien aux efforts fournis par l'État en vue de désengorger les prisons et de promouvoir l'état de droit. Ces audiences extraordinaires ont permis de libérer 151 détenus en 2012, 44 en 2013, 232 en 2014, contribuant ainsi au désengorgement des prisons et à la promotion des droits du détenu. Pour l'année 2015, l'activité se déroule dans les prisons de Lomé, Sokodé et Kara. À terme, 250 détenus seront libérés. Elles prendront fin en décembre et feront place à la réinsertion des personnes libérées. s'est rendu compte que les détenus, une fois ils sont libérés, ils n'ont pas les moyens de rentrer chez eux. À peine il arrive à la gare routière, il recommet un forfait et on le reprend pour qu'il retourne encore en prison. Alors nous avons vu nos partenaires financiers qui nous ont permis de les accompagner jusqu'à leur domicile. Mais au-delà de leur accompagnement, on fait de telle sorte que tous ceux qui sont vraiment intéressés à se réinsérer dans la vie sociale, nous les récupérons et on les soumet à un apprentissage. Ils apprennent des métiers et dès qu'ils finissent leur apprentissage, on les accompagne dans leur installation. La présente audience extraordinaire a permis de libérer 5 personnes. 12 affaires ont été renvoyées au 4 novembre. Cette série d'audiences de Lomé impliquera les juridictions de Lomé, Kévé, Balimé, Agou et Dany. La première édition du Salon du numérique et de l'informatisation a refermé ses portes hier à Lomé. Un cadre d'échange, de conférences, d'expositions sur un seul thème, la numérisation. Une initiative appréciée par les participants. La cérémonie de clôture avec ce reportage de Kwasi Glé, Lucassi et Rachel Aouko. Avec la prépondérance du numérique, l'expansion de l'accès à l'Internet, notamment les connexions via les outils mobiles, tous les services sont disponibles en ligne ou doivent être obtenus en ligne.
Vente, achat, création d'entreprises, bref, les échanges commerciaux par exemple sont quelques-unes des opportunités d'affaires qu'offre le numérique et l'informatisation. Toutefois, cette réalité n'est pas perçue par les opérateurs économiques et la grande majorité des populations. C'est à juste titre que le Salon du numérique et de l'informatisation SANI est initié pour permettre au public de comprendre et de maîtriser les enjeux bénéfiques liés au numérique. Nous sommes venus proposer plus d'une chose. Nous sommes 20K. Nous avions, au niveau du continent africain, produit la première tablette africaine, le premier smartphone. Donc nous avions pensé que dans le souci du panafricanisme, il fallait qu'on vienne un peu soutenir cette vision des choses, encourager un peu ce qui se faisait ici et apporter en quelque sorte notre expertise, ce que nous avions déjà eu à faire pour présenter aux jeunes Togolais, au peuple togolais et au finish au peuple africain ce que on est déjà en train de faire au niveau du Congo. Cette année spécialement, nous avons accompagné le service de la technologie, le système informatique, la vidéosurveillance, la sécurisation par les moyens de l'informatique. C'est ce que nous voulons aujourd'hui proposer à la nation togolaise. On est très satisfaits, surtout que beaucoup de gens ne nous connaissent pas sur le terrain. C'est l'occasion pour nous aussi de faire vendre nos produits et de se faire mieux connaître sur le plan national. Au terme de ce salon qui a positionné le numérique et l'informatisation comme une véritable opportunité pour booster le développement dans tous les domaines d'activité, les promoteurs établissent un bilan satisfaisant. Le bilan que nous pouvons tirer du SANI, je pourrais dire que c'est un bilan positif parce que la population a répondu. Nos conférenciers, ils ont quand même eu un public pour lequel ils ont donné des explications. Il y a eu des questions, il y a eu des réponses, il y a eu des attentes, je crois, du public qui ont été satisfaits. La perspective d'avenir, c'est de faire la prochaine édition du SANI pour développer plus de thèmes et vraiment vulgariser, comme nous l'avons dit, le numérique à toute la population pour un meilleur développement de notre pays. La sécurité dans l'usage des technologies était également au menu de cette plateforme de rencontres et d'échanges sur le numérique et l'informatisation. L'acte 1 de ce rendez-vous continental du numérique referme ses portes avec l'espoir d'une deuxième édition encore plus poignante pour le développement socio-économique du Togo. Après la rentrée universitaire, ce sont les syndicats de supérieurs qui reprennent donc du service. Et pour le lancement officiel de leur activité, les deux syndicats de campus universitaire du Kara, que sont le CEST et le SNES, ont tenu une rencontre dans l'enceinte donc de l'université. Le compte rendu de la rencontre avec la correspondance de Nestor. Bonjour. Dans un même élan, le SNES, syndicat national des enseignants du supérieur, et le CEST, syndicat de l'enseignement supérieur du Togo, effectuent leur rentrée. Après l'université de Lomé, ces deux syndicats ont animé une rencontre à l'université de Kara pour donner le coup d'envoi de leurs activités pour le compte de l'année académique 2015-2016. Le SNES et le CEST placent cette rentrée sous le signe de l'engagement de l'enseignant-chercheur pour l'assurance qualité. L'enseignant a des droits et des obligations. Les droits, on les connaît souvent et on les réclame. Mais les devoirs, souvent, il faut qu'on les rappelle. L'assurance qualité, qui est maintenant la politique de nos universités, devrait avoir comme soubassement le travail des enseignants en tant que devoir, en tant que obligation. Si les enseignants remplissent bien leurs devoirs, il n'y aurait pas de problème à obtenir l'assurance qualité. Le vice-président de l'université de Kara, le professeur Adama Koudar, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, a félicité le CEST et le SNES pour leur sens de responsabilité qui a permis aux deux universités publiques du Togo d'évoluer dans un environnement loin des agitations qu'elles ont connues ces dernières années. Il les a aussi remerciés pour la pertinence du thème qu'ils ont choisi pour marquer leur rentrée syndicale.
La 10e journée africaine de la jeunesse est célébrée donc ce dimanche 1er novembre. Une idée de l'Union africaine depuis une décennie pour permettre aux différents décideurs du continent de créer un environnement favorable permettant aux jeunes de prospérer. Nous reviendrons tout à l'heure sur la célébration sur le plan national de cette journée dans le courant de cette édition. Et promouvoir l'émergence des jeunes pour en faire des personnes âgées épanouies. Tel est donc l'objectif recherché par les dirigeants de l'Union africaine en instituant cette journée de la jeunesse. Et parlons de l'épanouissement des personnes du 3e âge. Elles ont célébré, elles, leur journée en différé le 29 octobre dernier. Une nouvelle occasion d'attirer l'attention de l'opinion publique sur leurs conditions de vie. Nestor Mozo. La population mondiale a atteint en 2015 l'effectif de 7 milliards 165 millions d'habitants, dont 600 millions de personnes âgées de plus de 60 ans. Au Togo, le 4e recensement général de la population réalisé en novembre 2010 indique que l'effectif des personnes âgées de 60 ans et plus est de 337 939, soit 5,4% de la population totale du pays. La proportion des personnes âgées est donc importante. Cependant, ces personnes âgées de façon générale ne bénéficient pas de l'attention qu'il faut, ce que l'Assemblée générale des Nations unies veut corriger en instituant le 1er octobre comme journée internationale des personnes âgées. La résolution 4691 du 7 décembre 1991 des Nations unies, cette résolution pour tirer la sonnette d'alarme. Population mondiale, préparez-vous au vieillissement. Et cette résolution souligne 5 grandes lignes. Indépendance des personnes âgées, épanouissement des personnes âgées, soins de santé des personnes âgées, participation des personnes âgées au développement de leur pays et la dignité. Et comme il y a le 1er octobre qui est la journée internationale des personnes âgées, nous devons nous manifester pour prouver à la population que la vieillesse c'est une richesse. La célébration de la journée internationale des personnes âgées est cette année à sa 25e édition. Une édition que le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA Togo, a appuyé le gouvernement à organiser ici à Bassar. Placée cette année sous les thèmes durabilité et inclusion de l'âge en milieu urbain et rôle des personnes âgées en milieu urbain, cette journée vise à sensibiliser la communauté nationale et internationale sur les droits, les besoins, les attentes et les atouts des personnes âgées. La solidarité intergénérationnelle qui constituait auparavant une ceinture de sécurité dans nos populations, dans nos communautés, est en train de disparaître. Elle s'effrite, surtout dans les zones urbaines où l'individualisme, l'égoïsme ont gagné les individus. Donc nous sommes venus pour dire à la population de Bassar que nous devons nous occuper des personnes âgées. Le phénomène de vieillissement de la population impose au gouvernement, aux communautés et surtout aux familles davantage d'investissements à consentir pour assurer la protection de ce groupe vulnérable dont les besoins spécifiques sont immenses en termes de prise en charge en vue d'assurer leur bien-être dans le strict respect des droits humains. Hors du Togo, week-end de célébration au Burkina Faso depuis vendredi et ce jusqu'à ce dimanche. Plusieurs manifestations sont organisées pour célébrer le premier anniversaire de l'insurrection générale qui a conduit à la chute de l'ancien président Blaise Compaoré. Et l'une des informations à retenir également de cette célébration, c'est l'instauration du 31 octobre comme journée nationale des martyrs dans le pays. Il y a un an, Blaise Compaoré quittait le pouvoir et le Burkina Faso sous la pression de la rue. Plusieurs cérémonies commémorant le premier anniversaire de la chute de l'ancien président burkinabé, chassé du pouvoir le 31 octobre 2014, se tiennent depuis ce vendredi 30 octobre 2015 et jusqu'au dimanche 1er novembre au Burkina Faso. Au-delà de ces célébrations, la question de la justice reste au cœur des préoccupations des Burkinabés. Ce sont des Burkinabés qui, au nom de leurs convictions, au nom de la lutte pour la liberté et la démocratie dans notre pays, ont perdu la vie. Ils ont été assassinés, que ce soit le 30 octobre et le 16 septembre. Nous allons leur rendre la justice. On ne peut pas continuer à tuer impunément des filles et des fils du Burkina Faso. Justice leur sera rendue. Ils sont nombreux à saluer le sacrifice de ces victimes qui devraient conduire au raffermissement de la démocratie au Burkina Faso. C'est en ce sens le combat de la société civile qui, un an après la chute du président Blaise Compaoré, affirme continuer de lutter contre l'impunité dans le pays. Nous constatons qu'un an après, l'horloge de la justice retarde.
Nous incitons encore les autorités de la transition à mettre le pied sur l'accélérateur en ce qui concerne le traitement de ces dossiers. Nous sommes ici aussi pour nous engager à faire en sorte que même après les élections, le nouveau pouvoir qui va venir ne pense pas qu'on peut oublier ce dossier-là. Une trentaine de personnes ont perdu la vie et 600 autres ont été blessées lors de l'insurrection d'octobre 2014. Le gouvernement de la transition a décidé d'ériger 28 morts en héros nationaux. Ce week-end de commémoration sera conclu par une grande nuit des martyrs dimanche 1er novembre à la place de la Nation de Ouagadougou, épicentre des manifestations d'octobre 2014 contre le régime de Blaise Compaoré. Les suites de l'enquête sur le crash de l'avion russe dans le Sinaï à présent. Il s'est écrasé hier avec à son bord 224 passagers et personne n'a survécu. Et pour l'heure, seulement 163 corps ont été retrouvés. L'Airbus A321 tombé dans le Sinaï, il ne reste que ses débris en partie calcinés. Le Premier ministre égyptien, accompagné de militaires, est venu constater l'ampleur de la tragédie. Parmi les victimes, essentiellement des touristes russes de retour d'un séjour au bord de la mer Rouge. Les corps extraits de l'épave ont été transférés au Caire pour identification. Les prélèvements d'ADN ont commencé auprès des familles des disparus. L'enquête, elle, a débuté avec la découverte des boîtes noires. Nous avons retrouvé les boîtes noires de l'avion. Elles seront analysées par des experts pour déterminer la cause du crash. C'est ce qu'il y a de plus important. Il est trop tôt pour discuter des raisons de ce crash. Après 23 minutes de vol, alors qu'il venait d'atteindre sa vitesse de croisière, le charter s'est mis à piquer à 2000 mètres par minute et s'est brisé en deux. La queue de l'appareil a pris feu et le reste s'est écrasé contre un rocher du Sinaï égyptien. Les raisons du crash restent floues. D'après des responsables de l'aviation égyptienne, le pilote du vol 9278 avait signalé un problème technique peu après son décollage. Selon la femme du copilote, son mari jugeait vétuste l'appareil construit en 1997. Sa fille lui a téléphoné juste avant qu'il ne décolle. Avant le vol, il se plaignait de l'état technique de l'avion qui laissait vraiment à désirer. En Russie, des perquisitions sont menées dans les locaux de la compagnie Metrojet. Autre hypothèse évoquée, celle d'un acte terroriste. L'organisation de l'État islamique a affirmé sur Internet avoir abattu l'avion en représailles à l'intervention russe en Syrie. Une revendication rejetée par Moscou. Selon des experts militaires, les djihadistes ne possèdent pas de missiles capables d'atteindre un avion à 9000 mètres d'altitude. Mais la thèse d'une bombe placée dans l'appareil ou d'un tir de roquette au moment de sa descente n'est pas exclue. Retour en page nationale et direction la région des Savanes où depuis quelques jours l'équipe de M-Afrique a posé ses valises pour la consultation de près de 5000 patients. Des consultations foraines qui devront aboutir pour certaines à des interventions chirurgicales. Et comme toujours, l'action de l'équipe de M-Afrique est gratuite. Les précisions sur cette nouvelle opération avec le président de M-Afrique, le docteur Michel Kodom, que nous écoutons. Depuis le 23 octobre 2015, nous avons donc commencé cette grande mission médico-chirurgicale pour donner l'opportunité à plus de 5000 patients vivant dans la région des Savanes donc de consulter dans diverses spécialités, notamment en pédiatrie, en gynécologie, en ORL, en chirurgie, en médecine interne et en médecine générale. Une manière d'amener, de rapprocher justement l'hôpital vers les populations rurales vivant donc dans la région des Savanes. Donc cette grande mission dans la région des Savanes s'inscrit dans les activités annuelles de M-Afrique. On est un peu satisfait d'avoir apporté ce soulagement aux populations et nous espérons pouvoir revenir. Aujourd'hui, 1er novembre, est célébrée la fête de tous les saints, la Toussaint. Une occasion également pour les fidèles catholiques de porter, de rendre hommage à leurs illustres disparus. Et ce soir, l'une de nos équipes de reportage était d'abord à l'église, à la paroisse Saint-Esprit de Toti, puis au cimetière où elle a donc découvert des personnes en recueillement. Le compte rendu avec Kwasi Glé et Rachel Aoukou. Jacob, Mathias, Simon, Pierre, Marie. La liste est longue. Les saints ont encore été célébrés ce 1er novembre. Une solennité qui rend hommage aux martyrs, pontifes, religieux
religieuses, vierges et personnes vertueuses qui ont marqué leur temps par leur exemple de foi et de probité spirituelle. Cette journée leur est consacrée chaque année pour inviter la postérité à s'inspirer de leur exemple. Tout chrétien baptisé porte un nom de saint. Voilà pourquoi aujourd'hui, en tant que baptisés, nous sommes appelés à jubiler de joie parce que nous avons un saint qui est au ciel et qui nous protège, nous garde contre tout danger de l'âme et du corps. Voilà pourquoi nous devons nous aussi œuvrer pour qu'un jour nous soyons appelés aussi saints comme les autres. Oui, c'est dans cette foi, dans cette espérance que nous devons vivre notre vie de chrétienté. L'après-midi de la Toussaint est marqué par un office aux défunts pour prière pour le repos de leur âme. Les vivants sont appelés à une piété de cœur et à la conversion pour qu'à leur mort, ils aient accès à la vie éternelle. C'est pour nous un devoir impératif de prier pour que le Seigneur, dans sa miséricorde, tourne son regard de pardon envers nos défunts, qu'il repose en paix, que sa lumière éternelle éclaire pour tout cela, et qu'un jour, avec eux, nous puissions un jour regarder la face de Dieu. Dans les cimetières, c'est une grande animation. L'on veut honorer la mémoire de ses proches disparus par des prières, des cierges et des fleurs. Ce que je suis venu faire pour honorer nos morts, tous ceux qui sont là, on visite les tombes, on les nettoie et puis on les dépose des gerbes et on allume des bougies en souvenir de leur mémoire. L'occasion s'y prête bien. Certains font de bonnes affaires en offrant de menus services à ceux qui se rendent au cimetière. L'instant est profond et l'émotion parfois vive. C'est une communion entre le monde des vivants et celui des illustres disparus. Et c'est ce 1er novembre qu'ont également choisi les gens de la mer pour implorer la grâce divine sur leurs activités. Les gens de la mer, ce sont les dockers, les marins, les pilotes, bref, tous ceux qui font partie donc du monde du secteur maritime. Le compte rendu de la messe avec Luc Cassi et Rachel Aoukou. Chapelle catholique Stella Maris, église choisie par les gens de mer, toutes croyances confondues pour la célébration œcuménique de leur dimanche autour d'un même objectif. Prier pour la vie et la réussite des marins ainsi que l'obtention des grâces en leur faveur. Le prédicateur a axé son enseignement sur l'amour, base d'une vie chrétienne pieuse. À l'endroit des acteurs de la mer, c'est d'aller de l'avant, puisque déjà ils fournissent beaucoup d'efforts. Ils abandonnent leurs amis, leurs familles et se mettent au service des autres. C'est une autre forme de manifestation de l'amour. Je les exhorte donc à continuer et à aller sur ce chantier. Après la messe, ces acteurs de la mer ont jeté des fleurs en haute mer en ce jour de la Toussaint en mémoire de leurs collègues qui ont trépassé dans l'exercice de leurs fonctions. Je vous l'annonçais tout à l'heure, la 10e journée africaine de la jeunesse est aussi célébrée ce 1er novembre. Une idée de l'Union africaine depuis une décennie pour permettre aux différents décideurs du continent noir de créer un environnement favorable permettant aux jeunes de prospérer, exercer leurs droits et jouer leur rôle d'acteurs sociaux responsables. L'écho de la célébration au Togo avec la correspondance de Désiré Aloy depuis Dapan. C'est une première, une course populaire organisée par le ministère en charge de la jeunesse à travers les artères de la ville de Dapan pour célébrer la journée africaine de la jeunesse. L'édition 2015 est axée sur le thème
contribution de la jeunesse à la promotion des droits de l'homme. La course qui a eu pour point de chute le point de départ devant les bureaux de la préfecture de Thônes a mobilisé un grand nombre de jeunes, une tranche de la population appelée à contribuer à bâtir un monde basé sur l'égalité entre les sexes. Les jeunes, désormais, devraient agir en citoyens actifs parce qu'ils vivaient aussi des droits de la femme. Un sport de masse pour mieux les sensibiliser. Les 10 premiers de chaque catégorie sont partis avec des prix. Et je remercie beaucoup le ministère du Développement là-bas. Le prix que j'ai gagné, ça m'a plu beaucoup et ça m'encourage aussi, dorénavant, de continuer bien le travail. Je m'engage d'avancer aussi les droits de la femme, en sensibilisant aussi toute la population en général. En tant que fille, je veux bien travailler pour que tout le monde respecte mes droits. Le prix là va m'encourager à bien travailler. Le ministère du Développement à la base de l'artisanat, de la jeunesse et l'emploi des jeunes joue son rôle en formant les jeunes à être des citoyens engagés, appelés à contribuer à l'autonomisation de la femme. Ceci en brisant les stéréotypes et les habitudes communautaires. Pour nous, c'est clair que si nous voulons faire la promotion des droits de l'homme, il faut mettre en tout cas les jeunes au cœur de cette promotion-là. Et si les jeunes savent, ils sont informés, ils sont formés sur leurs droits, ils seront les premiers à défendre ces droits-là et en faire la promotion. Les jeunes sont les plus grandes victimes lorsqu'il s'agit de la violation des droits de l'homme. Et ceci nous amène à faire de les promoteurs de ces droits de l'homme, en même temps en se protégeant, en défendant leurs droits. La veille, la grande salle de conférence de la préfecture de Thônes était exiguë pour accueillir les élèves nombreux à faire le déplacement des lieux pour participer à une conférence débat du ministère en charge de la jeunesse avec les jeunes scolaires et extrascolaires, dans l'objectif de les amener à s'inscrire dans une logique de connaissance des droits de l'homme et surtout de la femme à appliquer. Il est alors urgent d'agir en dénonçant, en assistant et en sensibilisant autour de soi. Et nous ouvrons donc la page culturelle de cette édition. Du 13 au 15 novembre prochain se tiendra en France le Salon d'art contemporain d'Auvergne. Et pour représenter non pas le Togo mais tout le continent africain, l'artiste Ketika Komlan Difa, artiste plasticien togolais. Qui est-il? Quelles sont ses œuvres et comment a-t-il été sélectionné? Portrait avec Augustin Kossi et Adolphe Paca. Chaque jour, c'est avec le même dévouement et la même ardeur qu'il manie le pinceau. Ketika Difa, un artiste plasticien togolais d'un talent hors pair. Un génie qu'il traduit dans des œuvres d'une dimension extraordinaire. Son savoir-faire lui a permis d'être sélectionné pour le Salon d'art contemporain d'Auvergne en France, attendu du 13 au 15 novembre prochain. C'est le travail qui paie. C'est ce tableau que j'avais également envoyé comme visuel pour présenter une image de l'Afrique. Et j'ai vu que quand ils ont vu que je suis en train de faire un truc qui est totalement différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir là-bas, j'en suis sûr que c'est ça qui a fait que le jury a porté le choix sur moi. C'est un artiste plasticien qui a vraiment de l'avenir. Parce que quand je vois ses œuvres, l'harmonie des couleurs dans ses œuvres et puis l'engagement qu'il a et dans l'interprétation de ses œuvres, je crois qu'il a de l'avenir. Fils d'un artiste peintre, dessinateur, Difa revient sur les traces de son père avec une nouvelle touche après une formation en maçonnerie carrelage design. Mais de quelle manière? En récupérant les objets usés pour leur redonner vie. Seul Togolais et donc seul Africain au Salon d'Auvergne, il se prépare activement pour ce rendez-vous. Tous les tableaux que je suis en train de faire, ou je compte amener, se situent dans le cadre typiquement africain. Je vais dessiner un Africain assis sur le diamant en train de pleurer. Ça, c'est la femme africaine, et elle va au marigot, oui, et il y a le vieux qui est en train d'appeler nos dieux pour qu'il y ait la paix chez nous en Afrique. Autre facteur ayant milité en sa faveur, ses brillantes participations aux divers salons d'art, notamment la 5e édition Territoire de création, avec son célèbre tableau Lors de l'humanité. Déjà, l'on mesure l'impact de cette sélection
en termes de visibilité de la culture togolaise? C'est un atout pour la culture togolaise, c'est un atout pour les artistes togolais, c'est un atout pour le pays. Et nous devons soutenir cela, nous devons appuyer cela pour que effectivement le Togo puisse rayonner en dehors de l'Afrique. La peinture sur toile, l'acrylique et le marouflage sont entre autres techniques utilisées par l'artiste. Et la mode pour finir avec la clôture hier donc du festival international Ilima, un festival qui était à sa 4e édition. Et durant 4 jours, le festival a été meublé de formations, expositions et défilés urbains en plein air. L'apothéose, c'était hier, à part un défilé de mode riche en couleurs que nous rappellent Augustin Kossi et Rachel Aoko. Le ciel de Lomé aux couleurs des Lima, 4e édition. Un festival international de promotion et de valorisation de la mode au Togo et en Afrique. Le thé a été animé par 12 stylistes et modélistes dans un défilé haut de gamme. Croisière de Elima Collection. Humanité de Desmo Design. Et Chakara, version révisée de 6 Saint-Moïse, sont quelques-unes des collections qui ont retenu le public en haleine. Des créations mises en valeur par des mannequins aux démarches majestueuses. C'est la première fois que j'assiste à ce défilé de Elima. Je trouve ça parfait parce qu'il y a la participation de plusieurs stylistes, un peu dans la sous-région. Ça nous permet aussi de découvrir. Donc moi j'ai beaucoup aimé. Les créateurs africains aujourd'hui regorgent de beaucoup et d'énormément de créativité. La collection que j'ai présentée est une collection que j'ai baptisée Chakara. Chakara parce que, au dire de mes informations, c'est une notion qui fait référence à l'élégance. Assemblage de couleurs, goût de l'extraordinaire, séduction et même provocation. Tout a été savamment concocté pour que la soirée soit féerique. C'est vraiment un défilé riche en émotions qu'on vient de voir maintenant. C'est vraiment très beau les collections des stylistes qu'on a vus. Donc on n'a pas envié des stylistes de l'extérieur. Donc la mode togolaise est au top maintenant. Le premier sentiment, c'est un gros soulagement. Le deuxième sentiment, c'est de la fierté. Et le troisième sentiment, c'est un bonheur parce que le public a répondu nombreux. Elima, entendez Soleil, est un rendez-vous hautement artistique et culturel destiné à mettre en exergue le savoir-faire et le génie des stylistes et modélistes africains. En 4 jours, tous les créneaux porteurs de développement et du bien-être de la personne ont été explorés. Tout en encourageant la consommation des produits togolais, Elima dit également non aux médicaments de la rue. C'est donc sur cette ambiance que se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise. Au revoir.